Comme ça. Ben, je suis désolée de ne pas pouvoir être des vôtres en personne. Je suis présentement en année d'études et de recherche à Montréal. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous parler. Donc, on m'a demandé de présenter les bases des changements climatiques. Donc, moi, je suis professeure en écologie forestière. Donc, vous allez voir, mon jupon de forestier va dépasser là, à quelques moments. Mais donc, je vais vous présenter quelques notions sur les changements climatiques. Donc, je commence avec cette image-là. Donc, la photo que vous voyez, ça a l'air tiré d'un film de Star Wars, mais en réalité, c'est un observatoire qui est au sommet d'un volcan dans l'archipel d'Hawaï. Donc, c'est l'observatoire de Mauna Loa. C'est un observatoire qui fonctionne depuis plusieurs décennies et qui mesure le CO2 atmosphérique, donc depuis plusieurs décennies. Donc, ça nous fait une longue série temporelle de mesure de la concentration du CO2 dans l'atmosphère. Donc, vous voyez la série de données là, qui vient de Mauna Loa. Et c'est cette série de données-là qui nous montre l'augmentation importante du CO2 atmosphérique au cours des dernières décennies. Et donc, c'est beaucoup à partir de ces données-là donc, qu'on a compris l'importance du CO2 comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme une cause importante des changements climatiques. Donc, d'où vient cette hausse-là de CO2 dans l'atmosphère? Ce que je vous montre maintenant, c'est le budget carbone de la planète, donc qui est compilé par un groupe là, qui s'appelle le Global Carbon Project, qui met à jour les chiffres à chaque année. Donc, ce que fait ce groupe-là, c'est qu'ils évaluent les sources de carbone, donc notamment sous forme de CO2, vers l'atmosphère et les puits carbone et donc les différents processus sur la planète qui sont capables de prendre du CO2 atmosphérique et de le retirer et de le stocker dans des réservoirs. Donc, c'est ce bilan-là qu'on voit à l'écran. Ça, c'est le bilan de la dernière décennie. Donc, les flèches qui montent, c'est les sources de CO2 vers l'atmosphère et les flèches qui descendent, c'est les puits de CO2, donc qui prennent du CO2 atmosphérique et qui viennent le stocker dans des réservoirs. Ce qu'on voit en fait là-dessus, c'est que les flèches qui montent sont, hélas, plus grosses que les flèches qui descendent. Donc, les flèches qui descendent, on voit notamment la flèche verte, ça représente la séquestration qui est faite par les écosystèmes de la planète, donc par la photosynthèse, notamment les forêts, ça pousse, ça séquestre du CO2. Les océans jouent un rôle important aussi, là, la flèche aqua là, à droite. Cela dit, ces puits-là sont moins importants que les sources de CO2 vers l'atmosphère causées par les activités humaines. Et donc, c'est ça qui fait en sorte que, année après année, ce débalancement-là fait en sorte que le CO2, les concentrations de CO2 atmosphérique continuent à augmenter. Parce qu'il y a du CO2, du carbone qui est présentement stocké sur la planète, ben, on libère ce carbone-là sous forme de CO2 et on l'envoie vers l'atmosphère. Donc, les sources principales de CO2 vers l'atmosphère causées par les activités humaines, ben, en premier lieu, il y a les émissions de CO2 d'origine fossile. Donc, c'est la grosse flèche grise là, sur le budget carbone là, de la diapo précédente. Donc, je ne vous apprends rien, les émissions l'utilisation des énergies fossiles croise depuis la révolution industrielle ont cru de manière importante là, au cours des dernières décennies en raison là, de la dépendance des sociétés humaines envers les énergies fossiles. Et donc, lorsqu'on utilise des énergies fossiles, ben, c'est du carbone qui était stocké dans des réservoirs géologiques depuis des centaines de millions d'années. On l'amène à la surface, on les brûle pour en faire de l'énergie. Et donc, c'est du carbone qui s'en va à l'atmosphère sous forme de CO2. Et donc, on voit la hausse constante des émissions causées par les énergies fossiles là, au cours des dernières décennies.
les tendances, la tendance à la hausse n'a pas l'air tant que ça de faiblir, hélas. Là. Donc, on voit quelques impacts politiques, bon, la crise financière, la chute de l'Empire soviétique, la pandémie de la COVID a fait quelques soubresauts, mais on voit quand même une tendance à la hausse de ces émissions-là. Donc, c'est une des causes principales de la hausse du CO2 atmosphérique. Deuxième cause importante d'émissions vers l'atmosphère, c'est la façon qu'on gère les terres, donc les territoires. C'est notamment beaucoup la déforestation. Lorsqu'on détruit des écosystèmes forestiers sur la planète pour en faire des terres agricoles, par exemple, ou des stationnements de Walmart, bien, tout le carbone que contient ces écosystèmes-là est bouleversé et s'en va en partie vers l'atmosphère. Donc, c'est des émissions importantes qui n'ont pas tendance, qui n'ont pas tant augmenté, en fait, là, qui sont restées assez stables au cours des dernières décennies, d'après les chiffres du Global Carbon Project. Cela dit, même si ces émissions-là ne sont pas en augmentation, on peut voir ça comme une bonne nouvelle. Au moins, la situation ne s'empire pas. Elle ne diminue pas non plus. Là. Ils sont quand même assez stables. Cela dit, il y a une grande incertitude autour de ces émissions-là parce que c'est assez difficile à mesurer. Là. Alors que les émissions d'origine fossile, on peut suivre les données à partir des transactions, notamment liées à la vente des produits énergétiques d'origine fossile. C'est plus difficile de monitorer la perturbation des écosystèmes. Mais nos capacités à monitorer ça s'améliorent avec le temps, notamment grâce aux technologies satellitaires. Mais donc, deuxième cause importante, c'est la façon qu'on gère les écosystèmes. C'est une source de CO2 importante vers l'atmosphère. Donc, tout ça fait en sorte que le CO2 atmosphérique continue, hélas, à augmenter année après année et on est capable d'associer cette hausse de CO2 atmosphérique-là à une hausse de la température, des températures moyennes mondiales. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la hausse des températures mondiales par rapport aux moyennes de 1850-1900. Donc, on utilise ça comme référence. Donc, vous voyez, par rapport à cette moyenne-là qui date donc, du siècle dernier, on voit une hausse des températures mondiales et les chercheurs qui travaillent là-dessus sont capables d'attribuer cette hausse des températures-là aux activités humaines en grande partie. Donc, on voit là, ici, on voit que pour les années 2010-2019, on avait une hausse de 1,1. Ça a augmenté encore au cours des années plus récentes. On le sait que 1,5, on considère ça comme une limite assez importante. Le seuil de 1,5 degrés Celsius d'augmentation des températures est considéré comme un seuil assez important qu'on essaye de ne pas dépasser. Donc, il y a plusieurs des ambitions climatiques à l'échelle mondiale qui visent à limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. 2 degrés Celsius, si on sera à une augmentation de 2 degrés Celsius, là, les conséquences écologiques humaines commencent à être très importantes. Donc, le seuil de 1,5, c'est bon, ça fait partie des cibles climatiques. Pourquoi ce 1,5-là? Bien, ici, c'est le résultat bon, de travaux à l'échelle mondiale, là, notamment par les chercheurs qui travaillent dans le cadre du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, donc le fameux GIEC, qui réunit des chercheurs de tous les pays du monde qui analysent ensemble la science climatique. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est les risques, les impacts et les risques de l'augmentation des températures. Donc, si on a une augmentation de 1 degré, 1,5, 2, et donc, vous voyez que même à partir de 1 degré, une augmentation d'1 degré Celsius, on commence à avoir des dommages, d'envisager des dommages assez importants bon, aux écosystèmes et aux sociétés humaines, notamment en termes de rendement des cultures, d'approvisionnement alimentaire, des dommages causés par les feux, des pénuries d'eau. On voit que pardon, la cible climatique de limiter le réchauffement à 1,5, mais même à 1,5, il va avoir quand même des effets détectables là, sur les écosystèmes et les sociétés. Et donc, c'est pour ça, ben, d'où le cri d'alarme là, des scientifiques d'avoir des mesures ambitieuses pour limiter les émissions de CO2 à l'atmosphère, pour limiter l'augmentation des températures, parce qu'on envisage que les impacts de l'augmentation des températures vont être quand même assez grands.
Ça, c'était à l'échelle mondiale. Si on ramène ça à l'échelle du Québec, ce que vous voyez ici, c'est l'augmentation des températures, en fait, la température moyenne annuelle au Québec. Donc, c'est des données qui viennent de l'organisme Ouranos au Québec. Donc, c'est des chercheurs qui font de la modélisation là, sur l'impact du climat, plus spécifiquement au Québec. Donc, on voit qu'il y a déjà eu une augmentation des températures au Québec là, au cours des dernières décennies. Donc, la ligne en bleu, ça montre les observations réelles qu'on a. Euh, qu'on a vu là, au cours des dernières décennies. Donc, on a une tendance à la hausse. La partie orange, la courbe, ça montre les prévisions futures, donc qu'on voit selon différents scénarios de changement climatique, là, quelle hausse de température on peut s'attendre selon si le monde adopte ou pas des mesures importantes de lutte contre les changements climatiques. Donc, on voit que ben, le Québec va être touché par les changements climatiques. Euh, on a une responsabilité importante là-dedans, puis il y a une responsabilité qui est partagée évidemment là, par tous les pays du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, les changements climatiques au Québec? Là, je vais juste donner deux petits exemples. En fait, un là, qui me touche particulièrement en foresterie. Donc, vous vous souvenez sûrement de l'année 2023. Il y a eu ça a été une année catastrophique en termes de feux de forêt. Ça a été vrai à la grandeur du Canada, mais particulièrement au Québec. Donc, les zones en rouge foncé, c'est les zones qui ont brûlé en 2023. Puis, vous voyez la proportion que ça représente par rapport aux feux là, sur les 50 dernières années. Donc, ça a été une année de feu particulièrement catastrophique, beaucoup d'évacuations, euh, particulièrement pour les communautés autochtones. Et donc, une anxiété très grande. On a vu toute la vulnérabilité des communautés qui occupent le territoire, de nos infrastructures stratégiques. Ça a causé des pannes de courant dans la région de Montréal. Donc, ça a été une année particulièrement importante et les études qui ont sorti dans la dernière année ont vraiment attribué cette année exceptionnelle de feu au changement climatique. Donc, la probabilité qu'une telle année de feu se produise, s'il n'y avait pas d'augmentation des températures, une telle année de feu ne se serait probablement pas produite. Donc, on a vraiment attribué cette année catastrophique-là au feu de forêt. On a été assez épargnés en 2025 au Québec pour les feux. Ça n'a pas été le cas, par exemple, dans le reste du Canada. Donc, il y a eu le Manitoba a été en feu, la Saskatchewan a été en feu. Il y a eu des morts, des évacuations vraiment importantes. Donc, le Canada a vécu en 2025 une année de sécheresse vraiment exceptionnelle. C'est ça que vous voyez sur le graphique par rapport aux dernières années. Puis, on voit en fait une hausse des épisodes de sécheresse au Canada. Donc, cette sécheresse-là, ça cause des problèmes de pénurie d'eau. On la vit présentement au Québec. Ça a causé les feux de forêt. Des troubles importants en termes de production agricole. La région des prairies canadiennes, un gros grenier agricole important, a subi des pertes importantes en raison de la sécheresse. Donc, le Canada subit les effets des changements climatiques. Bon, là, on vient de parler de toutes les mauvaises nouvelles, là, mais un coup qu'on a dit ça, là, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans tout ça? Euh, Quand on parle de la lutte contre les changements climatiques, il y a deux concepts qui sont importants et qui sont reliés. Il y a d'abord le concept d'atténuation des changements climatiques. Donc, quand on parle d'atténuation, ce que c'est, je donne l'analogie d'une équipe de football. Donc, l'atténuation, c'est un peu comme les joueurs en attaque dans une équipe de football. Donc, l'atténuation, c'est les interventions qu'on peut faire pour réduire les sources de gaz à effet de serre puis augmenter les puits carbone. Donc, on essaye activement de limiter le réchauffement en limitant la cause du réchauffement climatique, soit les émissions de CO2 à l'atmosphère. Donc, l'atténuation, c'est quand on est en attaque, on essaye d'activement limiter le réchauffement climatique. Dans une équipe de football, on a aussi des joueurs de la défense. Bien, la défense, c'est comme l'adaptation au changement climatique. Donc, on essaie de lutter, d'empêcher le climat de changer. Cela dit, il est quand même en train de changer. Donc, il faut qu'on adapte, il
faut qu'on s'adapte à ce climat-changement-là. Donc, on essaie d'ajuster les systèmes naturels et humains face à un climat qui est changeant. Et donc, atténuation, adaptation, c'est comme l'attaque puis la défense dans une équipe de football. Et comme les gens de l'Université Laval le savent, les meilleures équipes de football, comme le Rouge et Or, c'est quand on a les meilleurs joueurs d'attaque puis les meilleurs joueurs de la défense. Donc, il faut absolument faire à la fois de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation aux changements climatiques. Et donc, c'est la seule voie de succès, c'est de travailler sur ces deux aspects-là en même temps. La bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui analysent la recherche, la science et les bons coups qu'on voit à travers le monde, puis qui ont identifié, donc notamment dans le cadre des travaux du GIEC, donc un rapport important publié en 2022, où ce qu'on a identifié les actions d'atténuation des changements climatiques qui sont possibles d'ici 2030. Donc, c'est le graphique que vous voyez à l'écran. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais ce que je veux vous faire remarquer, donc la longueur donc, les différentes lignes, c'est différentes pistes d'action. Puis la longueur des barres, ça représente le potentiel de ces différentes actions-là à lutter contre les changements climatiques. Plus la barre est longue, plus c'est des actions qui ont un potentiel important de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de carbone à l'atmosphère causées par les activités humaines. Et une bonne nouvelle qu'on voit là-dedans, c'est que les barres qui sont en bleu, ça représente des actions dont le coût est plus faible que l'inaction. Donc, de mettre en place ces actions-là, ça va réduire les coûts de production, de consommation d'énergie ou autres. Donc, on remarque que notamment, là, les deux premières barres, ça représente l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Le déploiement des énergies, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ça peut se faire à un coût plus faible que le déploiement de systèmes énergétiques basés sur les énergies fossiles, par exemple. Ça, c'est notamment grâce aux innovations fantastiques qu'il y a eu dans ces secteurs-là au cours des dernières années, qui ont beaucoup réduit la production des matériaux, des équipements nécessaires à la production éolienne, à la production d'énergie solaire. Et donc, le déploiement, dans bien des cas, le déploiement de ces technologies-là, de systèmes énergétiques basés sur les énergies renouvelables, ça va réduire les coûts de la production d'énergie, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, il y a plusieurs de ces actions-là comme ça, notamment si on augmente l'efficacité énergétique dans les bâtiments, ça va venir réduire les coûts. Donc, c'est une action qui permet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a plusieurs de ces actions-là qui peuvent se faire non seulement à coût nul, mais presque en faisant des profits. Et il y a plusieurs actions, là, donc celles qui sont en orange, plus pâle, c'est des actions dont le coût de déploiement est relativement faible. Donc, ça montre qu'il en existe des solutions qu'on est capable de déployer d'une manière qui est quand même rentable, qui est quand même économique. Je vais juste souligner, donc, mon jupon de forestier, il y a plusieurs de ces actions-là aussi qui ont rapport au secteur forestier. Donc, tout ce que j'ai pointé en vert, c'est des actions qui relèvent du secteur forestier, donc le déploiement des bioénergies à partir de biomasse forestière, la protection, conservation, aménagement des forêts, utilisation des produits du bois. On voit que ça peut jouer un rôle important pour l'atténuation des changements climatiques. Donc ça, c'est en matière d'atténuation. Si on regarde en matière d'adaptation au changement climatique, donc la partie défensive, donc le climat, on sait qu'il va changer, on doit s'y adapter. Mais encore une fois, le GIEC identifie plein d'actions possibles pour aider les sociétés humaines et les écosystèmes, les infrastructures à s'adapter à un climat qu'on sait qui est en train de changer. Donc, vous les avez à l'écran. Ce qu'on voit, en fait, c'est quand il y a des cercles, plus le cercle est gros, plus ça représente des actions dont la faisabilité est élevée. Donc, ce n'est pas construire une fusée pour essayer d'aller sur Saturne, là, c'est des actions qui sont quand même accessibles. Donc, technologiquement, on possède on possède la technologie, l'innovation existe. D'un point de vue institutionnel, plusieurs de ces actions-là sont possibles. Et il y a plusieurs de ces actions-là, donc celles notamment là, qui sont les cercles les plus foncés, ça représente des actions qui sont bonnes pour l'adaptation au changement climatique, donc s'adapter à un climat changeant, mais qui a aussi une synergie avec l'adaptation, avec l'atténuation des changements climatiques. Donc, des actions qui permettent à la fois
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les sociétés à s'adapter à ce climat changeant-là. Donc, je pointe encore une fois la question de la foresterie. Donc, des actions d'aménagement forestier, bien, ça permet d'augmenter les puits carbone, donc d'augmenter la séquestration carbone et donc de réduire le CO2 à l'atmosphère. Et ça aide à adapter les paysages, les populations, les sociétés à ce climat qui est changeant. Et donc, on voit que plusieurs de ces actions-là qui sont faisables dans nos circonstances actuelles, les circonstances économiques, technologiques, institutionnelles actuelles, et qui ont un grand potentiel à la fois à l'adaptation au changement climatique et à la lutte à l'atténuation des changements climatiques. Et donc, je trouve que ces revues-là faites par le GIEC ben, sont pleines d'espoir parce qu'on voit que les outils, ben, ils existent, ils sont possibles. On n'est pas dans des innovations qui vont juste arriver dans 50 ans, c'est des choses qui existent déjà. Ça prend juste la volonté politique, la volonté des marchés. Là, vous allez parler aujourd'hui de régulation financière. Donc, il y a les outils politiques qui doivent être mis en place pour que ces actions-là, tant d'atténuation et d'adaptation, peuvent être mis en place. Donc, je voulais finir avec ce mot d'espoir-là. Oui, ça va mal, mais il y a des pistes d'action, il y a des super-héros qui existent, qui peuvent être mobilisés pour nous aider à avancer dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est ça que